Bonjour à tous, nous sommes les reporters de la maison de quartier Jacques Mély. Et voici notre groupe. Cette année, nous avons beaucoup réfléchi avec notre animateur Christophe sur l'éco-citoyenneté. Et là, vous vous demandez sûrement, c'est quoi l'éco-citoyenneté ? Rassurez-vous, on ne savait pas très bien nous non plus. Alors on a d'abord observé notre environnement, mais attention, pas juste les fleurs et les insectes, non. L'environnement, c'est tout ce qui nous entoure. Ce qui est naturel, mais aussi ce que l'homme a créé. Nos maisons, nos routes, nos ports. Puis on est allé demander aux habitants de Martigues ce qu'ils en passaient. Pour vous, c'est quoi l'éco-citoyenneté ? Recycler, faire attention à ce qu'on jette, l'alimentation, ce qu'on consomme, faire attention. Des citoyens qui essayent de vivre avec la nature, d'être plus respectueux de l'environnement. Notamment le tri des déchets, lorsqu'on jette les poubelles, les cartons, les plastiques, les déchets organiques. Et pour vous, c'est quoi faire attention ? Faire attention, par exemple, on a tendance à prendre tout le temps sa voiture. Bon, ce serait bien de prendre les transports en commun, le vélo, beaucoup de vélos, c'est bien pour les jeunes ça quand même. Puis le covoiturage, faire beaucoup de covoiturage pour éviter de prendre chacun sa voiture, quoi. Vous faites le tri ? Des fois oui, des fois non. Pourquoi ? Parce que lors d'un reportage, j'avais vu que soi-disant on d'effectuer les tris, puis à la fin c'était tout mélangé. Donc du coup, je me suis posé la question, est-ce que ça valait le coup ? Tout simplement. Comme vous l'avez remarqué, la question du tri sélectif revient très régulièrement. Christophe nous a donc proposé une formation au tri avec les ambassadeurs du tri. C'était vraiment intéressant, alors on a décidé de former aussi les habitants de notre quartier. On a monté avec les jeunes un projet sur l'environnement. En fait, c'était suite à chaque année, on met en place une journée éco-citoyenne avec l'école. Et c'est vrai qu'on avait une forte demande des enfants et des jeunes de développer cette action. Du coup, on a monté un projet global avec eux où le but, c'est de les former notamment au tri et à l'environnement en général. Donc aujourd'hui, c'est une action sur le tri. Et qu'eux, ils aillent sensibiliser d'autres enfants et d'autres jeunes et également les adultes. Et également de les soutenir et de les aider pour l'organisation. Le but principal, c'est de travailler directement avec le centre social, donc les enfants et les habitants du quartier qui connaissent leur quartier et donc qui peuvent nous présenter en fait les gens avec qui ils vivent directement, et donc c'est vrai qu'on sensibilise beaucoup plus de personnes comme ça. L'intérêt en fait, c'est que les gens ils touchent le produit au lieu de parler dans l'abstrait. C'est vrai que quand ils viennent avec leur poubelle, c'est leur poubelle, ça leur appartient, et toucher le produit, voir et manipuler, c'est super important. J'ai apporté aussi la deuxième vie du produit, donc en fait avec du plastique, vous verrez sur ma table, on refait du plastique, mais ils voient le processus, les paillettes, le tricot, la finition, etc. Et c'est vrai que c'est ce qui est enrichissant. Il y a beaucoup de gens qui pensent que trier, après ça partira dans la poubelle normale, alors que c'est complètement faux. Nous, on a vraiment l'acheminement poubelle marron le Vallon du Fou et poubelle jaune Delta Recyclage. C'est important de faire le tri, mais c'est aussi important de savoir ce que deviennent nos déchets ensuite. Alors on est allé visiter la déchetterie du Vallon du Fou, et voici ce que nous avons appris. La déchetterie sert aux particuliers à trier les produits qu'ils apportent de chez eux, voilà, afin qu'ils soient orientés dans les différentes bennes
le fer, le divers, les végétaux, entre autres les gravats. Voilà. Sur cette aire de compostage qu'on voit, on reçoit en fait tous les déchets verts des particuliers et des professionnels et des services techniques des différentes villes de Port-de-Bouc, de Martigues et de Saint-Mitre. On ne voit pas à l'écran, mais un peu plus loin on reçoit donc le produit brut, on broie ce produit, on le met, il y a un process qui existe, donc on le met sur le mur de ventilation, on accélère sa maturation et une fois qu'on a passé différents tests et analyses, on en fait du compost à la sortie, on l'aura criblé pour en faire du compost et on le redistribue gratuitement dans les différentes déchetteries, celle du Vallon du Fou et celle de Croix-Sainte. Les autres déchets, ils sont orientés par des prestataires avec lesquels ils sont en contrat chez nous et orientés vers les différentes usines pour être réutilisés. Comment vous vous organisez ? En fait, on a un gardien sur place qui regarde les différents produits à laquelle il nous apporte et l'agent d'accueil le dirige vers les différentes caisses ou les différents conteneurs laquelle il faut qu'ils mettent dedans. Qu'est-ce qu'est une alvéole et à quoi ça sert ? Ça sert à recevoir les déchets ultimes. On recouvre au fur et à mesure de terre, on compacte, on fait des millefeuilles en fait. C'est le principe de l'enfouissement technique. Quel type de déchets on appelle les déchets ultimes ? Tous les déchets qui n'iraient pas au tri. Est-ce qu'on pourrait améliorer le tri ? On peut toujours améliorer le tri. Et je pense que dans l'avenir, on l'améliorera parce qu'il y a d'autant plus de filières que s'y intéressent et des sociétés, des entreprises et l'État aussi. Donc on ira vers un meilleur tri, je pense, dans l'avenir. La plus simple des applications, c'est que tout le monde s'y mette. Voilà, c'est la première des applications. Tout le monde s'y met et le tri sera bien fait. Voyons maintenant comment fonctionne l'usine de tri Delta Recyclage d'Arles. Récapitulons. Les emballages sont tout d'abord triés par les citoyens, c'est-à-dire vous, à la maison. Des camions acheminent ensuite les produits dans les centres de tri sélectifs de Delta Recyclage. Grâce à des procédés automatiques et à du personnel, les produits sont séparés en plusieurs catégories. Le carton, des emballages ou des briques de lait, le papier, des journaux, revues, magazines, le métal, des conserves ou canettes, les plastiques selon leur couleur, les transparentes comme les bouteilles d'eau, les teintées comme les bouteilles d'eau gazeuse, les opaques comme les bouteilles de lait ou d'huile. Tous les autres produits ne sont pas recyclés. Ce sont des refus qui seront enfouis ou incinérés. Ils doivent donc être jetés dans le sac classique d'ordures ménagères. Mais Delta Recyclage a pour particularité de trier les sacs destinés à la collecte, une initiative permettant de les valoriser et limiter les refus. Grâce à ces gestes simples, chaque année Delta Recyclage trie 39 000 tonnes de produits, l'équivalent de 24 000 voitures. Une fois compactés en balles, ces produits sont expédiés depuis le centre de tri vers des usines qui vont recycler ces matériaux en différents produits. Voici donc toutes les informations que nous avons récoltées sur le tri sélectif. Mais l'éco-citoyenneté, c'est bien plus large que ça. C'est aussi toutes les initiatives locales qui participent à la protection de notre environnement. Par exemple, dans notre quartier de Croix-Sainte, il existe un jardin partagé. Vous savez ce que c'est ? Ne bougez pas. On est allé à la rencontre d'un expert sur ce sujet et voici ce qu'il nous a raconté. Pouvez-vous nous décrire ce qu'est un jardin partagé ? Un jardin partagé, comme son nom l'indique, c'est un jardin qui est mis en partage par un collectif d'habitants. En fait, il y a une vieille tradition en France de jardins qui sont mis en commun. On appelait ça au 19e siècle, au début du 20e siècle, les jardins ouvriers qui sont devenus des jardins familiaux. Et s'inspirant d'une mode qui vient des États-Unis, qu'on appelle les community gardens, les jardins communautaires, en France, on a traduit ça par des jardins partagés. C'est-à-dire, initialement, ce sont des jardins, une grande parcelle de jardin mise en commun par un collectif d'habitants. Quel est l'intérêt d'un jardin partagé ? L'intérêt d'un jardin partagé, c'est d'engager des initiatives en commun avec des habitants d'un lieu. Lorsque les habitants peuvent créer en commun un jardin, ils se retrouvent sur un lieu et le jardin devient finalement une sorte d'excuse pour parler d'autre chose, pour parler de la vie ensemble dans un quartier. Et donc le jardin a un but parce qu'en fait il fait du paysage, il fait
de la production de fruits et de légumes dans un quartier, mais aussi il crée ce qu'on appelle du lien social entre les habitants d'un quartier. Et c'est ça, là aussi, l'intérêt du jardin partagé. Quand on a envie de créer un jardin partagé, comment on fait? Déjà, ce que tu dis, c'est le plus important, c'est avoir envie. Avoir envie, et je pense qu'il faut sonder, est-ce qu'il y a d'autres gens autour de moi, dans le territoire où je vis, à côté de moi, qui ont la même envie. Et s'il y a un collectif comme ça de gens qui ont cette envie, après, il faut repérer un espace où on pourrait jardiner. Pas trop loin de chez soi, pour pas avoir trop à se déplacer. Voir si on peut le louer, l'avoir gratuitement, c'est le mieux. Mais créer un jardin, finalement, comme je l'ai dit tout à l'heure, je reviens à ça, c'est à la limite le plus facile. Ce qui est le plus difficile, c'est le faire vivre. Et pour le faire vivre, il faut les habitants qui aient l'envie, et l'envie de le faire durer. Maintenant qu'on connaît les grandes lignes, nous vous présentons le jardin partagé de Croissens. Mais on peut dire qu'il y a entre 5 et 15 personnes qui sont 2 ou 3 fois par semaine adultes sur le jardin partagé. Ce que vous faites pousser, est-ce que c'est bio? Oui, c'est bio, c'est un choix qu'on a fait avec les habitants de faire de la culture bio. Comment partagez-vous ce lieu? Alors en fait, c'est les gens qui produisent qui partagent eux-mêmes. Donc les gens viennent régulièrement travailler sur le jardin, et puis lorsqu'il y a de la production, à la fin de l'heure ou des 2-3 heures de travail, et ben on met tout ce qui est produit sur la table et on se partage, c'est partagé entre les habitants qui sont présents. Comment s'intégrer au jardin partagé? C'est très facile, il suffit de venir. En termes d'assurance, le plus simple, c'est d'être adhérent à la maison de quartier. Donc il suffit que les gens viennent solliciter soit le développement des quartiers ou aillent directement à la maison de quartier et ensuite s'inscrivent dans le groupe pour participer. Il y a toutes sortes de légumes, comme par exemple les pommes de terre, les oignons, l'ail, la salade, il y a les fraises, j'ai goûté un peu. Et aussi les choux, les courgettes, les citrouilles et des fleurs aussi, beaucoup de fleurs. Il faut labourer la terre, la bien travailler et mettre un peu d'engrais et puis planter les plantes, c'est-à-dire les légumes que nous avons en ce moment, ou les fleurs, et puis les arroser, les protéger souvent. Est-ce bio ce que vous faites pousser? Tout est bio chez nous. Tout? C'est un lieu convivial, entre nous, on s'amuse surtout. Il faut désherber, mettre des produits contre les bêtes, des produits bio, toujours. Les jardins partagés permettent donc de recréer des espaces de nature au sein de la ville. Mais concernant nos objets, que peut-on en faire à part les jeter? Vous avez une idée? En voici une bien bonne. Le recyclodrome. Je voudrais savoir pour vous, qu'est-ce qu'une ressourcerie? C'est une sorte de label. Il faut répondre à des critères. Et les critères, c'est vraiment lié à l'environnement. Donc une ressourcerie, c'est fait pour réduire les déchets. Donc nous ici on est une association, Recyclodrome est une association loi 1901. Ce qu'on fait c'est qu'on récupère les objets dont les gens ne veulent plus. Soit ils nous les apportent, soit on va les chercher chez eux. Et nous on va essayer de revaloriser cet objet, lui donner une seconde vie. Donc on va regarder l'objet, on va regarder la matière, on va essayer de définir une valeur, de mettre un prix si on peut le revendre ici. Et si on ne peut pas le revendre, on va voir si on peut le recycler, parce qu'il y a différentes filières de recyclage. Il y a celles que connaissent les particuliers, quand par exemple vous faites le tri, on va mettre le verre, le plastique, ce que vous faites peut-être déjà dans votre famille, c'est super. Et donc nous par exemple on va recycler aussi d'autres matériaux. Par exemple le métal, on va récupérer tous les métaux, on va les trier, donc on les recycle pour qu'ils aient une autre vie, ils vont être refondus pour resservir à quelque chose. Nous vraiment, on est sur essayer que le déchet ultime, donc le dernier déchet qu'on va mettre à la poubelle comme dans les containers, soit le moins nombreux possible. Là vous voyez donc la boutique, mais on a un atelier à côté, donc nous on va le reste du temps regarder ces objets, les diagnostiquer et dire ça va partir à la boutique et ça va partir dans les filières de recyclage. Donc en fait il y a tout un cycle de vie de l'objet qu'on mène étape par étape à dire qu'est-ce qu'on fait de cet objet, comment
comment faire pour ne pas le jeter. D'où vient cette idée? Ce réseau a été créé dans les années 2000 et c'était dans le nord de la France. En fait, c'est beaucoup plus répandu dans le nord de la France que dans le sud. Ici, donc Recyclodrome a presque 12 ans. Et c'est la première à Marseille de ressourcerie. Et actuellement, il y en a 2 autres. Réduire les déchets, c'est quelque chose qui est important et ça pourrait réduire la consommation. Donc ça a forcément un impact sur l'environnement et puis c'est quelque chose de simple en fait que tout le monde peut faire. Actuellement, il n'y a pas énormément de structures comme celle-ci à Marseille, mais je pense que ça va se développer et qu'effectivement, oui, ça crée de l'emploi pour gérer tous ces objets, tous ces meubles et les revendre ou les recycler. Je voudrais vous remercier d'avoir participé. Merci à vous, bravo. Il existe donc plein de moyens, de projets, d'initiatives qui nous prouvent que préserver notre environnement n'est pas si compliqué que ça. Si on s'y connaît, il est donc important d'être éduqué à l'éco-citoyenneté. La journée éco-citoyenne, c'est un événement qui est organisé en partenariat avec l'école et où on propose différents stands autour de l'environnement et de la citoyenneté aux enfants de l'école primaire et aux grandes sections de maternelle de l'école Henri Tranchier. Quels sont les différents stands ? Alors les différents stands, on a donc un partenariat avec des services de la ville comme le service des sports et les ambassadeurs du tri à la collecte. Et on travaille aussi avec la SPNE, donc sensibilisation, protection de la nature et de l'environnement, et le comité feu et forêt qui vient pour nous parler du coup de la végétation méditerranéenne et des risques d'incendie, surtout chez nous en été. Et on avait aussi cette année 2 stands des petits débrouillards qui viennent pour, par le biais de petites expériences, expliquer des choses autour de l'énergie ou de la pollinisation aux enfants. Quels en sont les objectifs ? Alors les objectifs de cette journée sont de sensibiliser les enfants au respect de l'environnement et aux gestes du quotidien qui vont permettre de préserver cet environnement pour les générations futures. Ça leur permet de voir différents stands, d'apprendre des choses autour de l'environnement et par la même manière ça leur permet aussi de valoriser leurs acquis vu qu'en principe ils ont déjà travaillé sur l'environnement à l'école. Merci beaucoup. Mais disons que ça fait partie aussi de nos axes prioritaires dans nos projets d'école, c'est-à-dire que la citoyenneté, l'éco-citoyenneté, l'environnement sont des bases essentielles de nos apprentissages, de ce que nous faisons pour les enfants. Et aujourd'hui, bien entendu, les enfants apprennent le français, apprennent les mathématiques, mais notre enseignement ne se limite pas qu'à cela. L'environnement et la citoyenneté sont des facteurs importants de développement de l'humain et donc de l'enfant. Nos enfants sont là pour apprendre des notions essentielles, mais également pour devenir de vrais citoyens. Et donc cette démarche qui se fait en plus en parallèle dans notre quartier avec la maison de quartier leur permet justement d'avoir une ouverture dans l'école, mais aussi en dehors de l'école. Et ça, c'est un lien essentiel pour le tissu à la fois associatif, le tissu culturel et le tissu complet de notre quartier. Nos amis des nouvelles activités périscolaires de l'école Henri Tranchier ont réalisé un travail sur la pollution météorologique. Une activité périscolaire, ça se passe à l'école, mais c'est tout sauf de l'école. Donc c'est beaucoup plus détendu, ludique. Ça peut être des activités manuelles, sportives. Et nous, on s'est lancé dans un peu d'électronique sur la base d'une idée éco, c'est-à-dire l'idée c'était l'environnement et nous on a eu envie de mesurer la qualité de l'air. Donc, la première séance c'était à propos de la métrologie. Qu'est-ce que c'est qu'une mesure, à quoi ça sert, comment on le fait, pas se tromper d'outils, pas se tromper d'unité, précision, la justesse, etc. Et cette séance de métrologie, ils ont trouvé ça très bien, ils ont vraiment bien accroché. Et donc suite à ça, on s'est dit on va mesurer la qualité de l'air en vrai, tel que font les professionnels. Donc nous on s'est dit comme on nous parle de l'effet de serre et du CO2, on va mesurer le CO2 et puis les particules, la poussière en fait, mais la poussière microscopique quoi. En 3 après-midi j'ai fait des robots avec certains enfants et là en 6 séances on aura fait notre station de mesure de la qualité de l'air. Ils ont vraiment réfléchi, ils ont mis la main à la pâte et en fait c'est pas inaccessible, c'est simplement que souvent on vit pas dans le même monde et on rencontre pas ces choses-là, mais ces choses-là sont pas coûteuses, sont pas compliquées
Et il suffit d'avoir une envie. On essaie de calculer la vitesse du vent. On a appris à mesurer l'air, donc à quelle vitesse il va, d'où il vient, et avec un capteur, une girouette et une anémone. On a appris à faire marcher des Arduino. Quand on a fait la fusée, en fait, on a mis du bicarbonate de soude. Ensuite, on a mis du vinaigre, on a rebouché avec un bouchon et on l'a retourné et après, ça a explosé. Et aussi, ce qui était bien, c'était le travail de groupe qu'il y avait. Beaucoup d'entre nous luttent contre le réchauffement climatique et nous sommes allés les interviewer durant la journée Alternativa. Pourquoi avez-vous organisé cette journée ? Eh bien parce qu'on s'aperçoit qu'on est tous, je crois, très touchés. Individuellement, on fait beaucoup d'efforts par rapport aux questions de tri, par rapport aux questions de pas trop consommer d'électricité, de faire des économies, de pas gaspiller. Mais le problème, c'est que on se sent souvent impuissant parce que c'est tellement énorme à changer. Or, il existe déjà des alternatives. Donc, il faut les faire connaître. Je crois que c'est surtout ça qu'on a du mal à faire passer. Et du coup, quand on sait qu'il en existe, qu'elles sont finalement à portée de main, soit elles sont déjà en application, soit il suffit de pas grand-chose pour qu'on les mette en place, et bien à ce moment-là, on se dit, mais on peut faire quelque chose, et notamment, localement, on n'est pas impuissant, on peut faire des choses. Et ça, il faut absolument le faire connaître. Et puis, c'est pas en restant dans son coin, parce que là, on va être désespéré. Il faut se retrouver entre nous et réfléchir à toutes les solutions pour que, par exemple, dans 50 ans, les futures générations ne se retrouvent pas les pieds dans l'eau, par exemple, à Martigues, puisqu'on est au niveau de la mer et des étangs. Donc, les pieds dans l'eau, c'est peut-être agréable l'été, mais le reste du temps, c'est pas formidable. Et puis aussi... avec les pieds dans l'eau, ça veut dire qu'aussi les circuits électriques, l'arrivée du gaz, l'arrivée de l'eau, etc. seront endommagés. Donc, plutôt que de faire des choses suspendues dans l'air, si on réfléchissait à la façon dont les eaux pourront peut-être ne pas monter. C'est ça qu'il faut réfléchir ensemble. Et il y a déjà beaucoup de gens qui ont des solutions à proposer, alors nous les faisons venir notamment pour cette journée. Merci. L'éco-citoyenneté, c'est donc tout cela à la fois. Mais pour changer les mentalités, il est important de partager toutes ces informations. Parce que l'avenir c'est nous et qu'il n'appartient qu'à nous de le changer.